Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf à comment gérer 5V avec Jamf, tout simplement. Je m'appelle Mathieu Castel, je suis ingénieur système pour la France chez Jamf. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de 5V. Alors 5V, c'est un grand sujet pour les administrateurs de parc macOS. Parfois, c'est même un casse-tête, donc c'est pour ça qu'on a fait ce petit webinaire pour vous aider un peu à démystifier tout ça. Vous avez sûrement entendu parler des tokens ou des jetons 5V, ce sera notre premier sujet du jour. Comment finalement bien les gérer, comment les comprendre également pour que ça ne devienne plus un cauchemar pour vous. En deuxième point, eh bien, nous verrons comment activer concrètement 5V avec différents scénarios concrets d'activation. On verra ensuite comment on va pouvoir maintenir un inventaire à jour, comprendre également comment vous allez pouvoir bâtir des rapports pour savoir quels sont vos Macs qui sont activés avec 5V. Et puis au quotidien, dans le run comme on dit, comment on va pouvoir gérer 5V, comment on va pouvoir gérer les clés, comment on va pouvoir également gérer les cas où finalement les Macs ne seraient pas encore activés 5V ou seraient passés à travers les mailles du filet. En fait, si on regarde un petit peu dans l'ensemble, gérer 5V, c'est tout un art. Et finalement, qu'est-ce que 5V a pour justifier son propre webinar ? Finalement, on pourrait considérer que 5V, c'est un peu comme gérer n'importe quel autre paramètre de macOS. En fait, tout ça, c'est pas si complexe. Et des outils comme Jamf permettent aux organisations, quelles qu'elles soient, de personnaliser toutes sortes de scénarios de déploiement complètement à leur goût. Que ce soit du déploiement d'applications, de restrictions, de scripts personnalisés, et même, pourquoi pas, de comptes utilisateurs supplémentaires. Et ce qui compte aujourd'hui, ce sont vos résultats en matière de gestion de 5V à grande échelle, voire même à une échelle potentiellement plus modeste, qui sont également liés, et on verra également, intimement à vos scénarios de déploiement plus traditionnels. Donc, si vous intégrez et vous imaginez dès le début comment gérer 5V en l'intégrant dans votre, on va dire, big picture du déploiement de macOS, eh bien, ce sera plus simple et ce sera peut-être moins douloureux au quotidien à gérer et vraiment, vous apporterez de la sécurité et du confort à vos utilisateurs. Alors, on va commencer par, faut vraiment commencer par là sur la gestion 5V, un petit peu de lecture. Apple change souvent les règles avec 5V ou les incrémente, et donc il est souvent utile de retourner à la référence. La référence clé, c'est le site d'Apple, et sur le site d'Apple, sur support.apple.com, on a une excellente documentation pour les administrateurs de parc macOS. Et donc Apple a récemment mis à jour et consolidé tous ses guides de déploiement des plateformes Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple TV, et également toute sa référence qui est associée au MDM dans le guide de déploiement de la plateforme Apple. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette documentation en amont de ce webinaire, on vous recommande fortement d'aller le consulter. Et puis si vous l'avez déjà lu, eh bien retournez le voir, retournez le consulter. Il y a souvent des informations supplémentaires qui continuent d'être ajoutées à ces guides au fil du temps. Là, à l'heure à laquelle j'enregistre, nous sommes en janvier 2022 et vous voyez que le guide a été mis à jour en décembre 2021, donc il y a un peu moins d'un mois. Donc on vous recommande vraiment d'aller jeter un œil là-dessus. Donc vous n'êtes pas obligé de quitter tout de suite le webinaire puisque du coup on va regarder quelques pages de ce guide de déploiement. La première et plus précisément c'est des pages qui sont relatives à 5V, bien entendu puisque c'est le sujet du jour. Et donc cette page que vous voyez à l'écran, elle décrit le fonctionnement des jetons et des utilisateurs, ce qu'on appelle des utilisateurs cryptographiques sur macOS, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont associés au scénario de chiffrement, y compris les modifications qui ont été apportées par macOS Big Sur, macOS 11, qui a apporté une utilisation étendue de ce qu'on appelle les jetons d'amorçage, ou ce qu'on appelle aussi les bootstrap tokens, en s'intégrant avec le MDM. En fin de compte, tous ces changements récents, on a peut-être tendance à penser que ça va complexifier les choses, mais en fait c'est l'inverse. Ça a simplifié les choses,
quant à la manière dont un premier compte utilisateur reçoit le Secure Token, donc le jeton sécurisé, qui est requis pour faire fonctionner FiveVault auprès des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment un premier point clé très important, c'est de bien comprendre ce qu'est le Secure Token. Alors, bien que cette lecture de cette documentation assez riche et peut-être assez touffue soit préférable, je vous ai concocté un petit résumé pour qu'on soit tous vraiment sur la même longueur d'onde en ce qui concerne ces différents jetons. Et on va commencer donc par le Secure Token, alias le jeton sécurisé en français. Il s'agit en fait d'une clé cryptographique, donc c'est une clé qui est associée à un chiffrement, qui est enveloppée par un mot de passe d'un utilisateur. La notion de clé de chiffrement et de mot de passe sur macOS est intimement liée. Ça, c'est le premier point à bien comprendre. Quand un utilisateur va déverrouiller son Mac, il va utiliser son mot de passe, et son mot de passe va déverrouiller son Mac en utilisant la clé de chiffrement qui est enveloppée derrière ce mot de passe. Cette clé, comment est-ce qu'on l'obtient ? On l'obtient lors de la création et de l'authentification du premier utilisateur. Ça, c'est aussi important à comprendre parce que cette notion de premier utilisateur, c'est un petit peu comme le premier des conquistadors, quoi. C'est lui qui reçoit la clé et qui va ensuite pouvoir offrir en héritage cette clé aux autres utilisateurs. Et cet attribut d'utilisateur, de Secure Token, existe indépendamment de la gestion de FiveVault en tant que tel. C'est-à-dire que vous pouvez activer FiveVault pour N utilisateurs, et ces N utilisateurs, pour utiliser FiveVault, doivent avoir un Secure Token. Donc il est possible en fait qu'il existe des utilisateurs qui sont et qui activent FiveVault et qui peuvent être des comptes qui vont permettre de déchiffrer le Mac, mais il est aussi possible qu'il existe des comptes qui n'ont pas de Secure Token. Et c'est là où on apporte de la complexité, puisque vous pouvez avoir des comptes par exemple de management ou des comptes d'admin sur le Mac, qui dans certains cas, qu'on verra tout à l'heure, ne reçoivent pas de Secure Token et ne peuvent pas déverrouiller le Mac. Dans les versions précédentes de macOS, il pouvait y avoir un certain nombre de scénarios de déploiement qui faisaient que macOS émettait le premier Secure Token. Dans macOS Big Sur ou plus récent, eh bien, le processus de création de Secure Token est devenu beaucoup plus simple. Mais, on va le voir dans un instant, il y a des nouvelles considérations de scénarios de déploiement à connaître. Donc, ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que le Secure Token est requis pour qu'un utilisateur soit capable de gérer FiveVault et d'activer FiveVault pour ce même utilisateur. Donc je vous lis le guide d'Apple. Dans macOS, sur les volumes APFS, alors je m'arrête juste un instant sur la notion de volume APFS. APFS, c'est le file system d'Apple qui est présent sur macOS ainsi que les appareils iOS et iPadOS. Et précisément sur macOS, les clés de chiffrement sont générées lors de la création d'un utilisateur, lors de la création du mot de passe du premier utilisateur, ou durant la première ouverture de session par un utilisateur sur le Mac. En réalité, ces différents critères peuvent se cumuler, et à partir de macOS 11 ou supérieur, lors de la configuration du mot de passe initial pour le tout premier utilisateur sur le Mac, celui-ci se voit attribuer un jeton sécurisé. Donc ça, c'est la nouveauté qui est apportée par macOS Big Sur, c'est que on configure un mot de passe initial pour le premier utilisateur sur le Mac, et celui-ci reçoit un Secure Token. Alors, ce langage d'Apple est très réfléchi. Dans certains cas, ce comportement peut ne pas être celui souhaité. Donc, vous voyez, Apple apporte certaines nuances, étant donné qu'auparavant, l'attribution du premier jeton sécurisé nécessitait l'ouverture de la session du compte utilisateur. Donc, à nouveau, ce langage qu'Apple utilise est très réfléchi. Et surtout, c'est un scénario de déploiement qui ajoute de manière programmatique des comptes utilisateurs locaux supplémentaires, c'est-à-dire par le biais d'un script, par le biais d'une règle, par le biais d'un logiciel supplémentaire qui va créer un compte.
Eh bien, ces règles ne vont pas créer de compte utilisateur lors de l'installation du Mac et ne vont donc pas attribuer de Secure Token. Et donc ça, c'était ce qui se passait avant macOS Big Sur, et avec macOS Big Sur et supérieur, cela a été simplifié. Donc on va voir ensuite comment concrètement on peut activer 5V. Alors, bon, comme si c'était pas assez compliqué, Apple a rajouté avec macOS Catalina, donc la version 10.15 ou supérieure, un autre jeton qu'on appelle le jeton d'amorçage. Alors en anglais, on dit aussi Bootstrap Token. Ce Bootstrap Token nécessite la supervision et il est intimement lié à un fournisseur MDM, donc par exemple Jamf. Ce Bootstrap Token permet à un administrateur de gérer de manière plus simple l'attribution de jetons de chiffrement. Et donc ça, c'est extrêmement important, puisque si vous avez un jeton d'amorçage, vous allez pouvoir simplifier votre gestion des jetons et donc l'activation de 5V. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement que ce Bootstrap Token, puisqu'on dit que c'est plus simple, mais en même temps, c'est quelque chose de plus complexe puisqu'il s'agit encore d'un autre token. En fait, c'est une clé complémentaire qui est confiée, non pas cette fois-ci à un utilisateur, mais elle est confiée à une solution MDM. Donc, macOS va tenter de séquestrer les jetons pendant l'assistant d'installation, le Setup Assistant, donc au démarrage du Mac, et les connexions ultérieures de l'utilisateur sur Mac si nécessaire. Donc sur un ordinateur Mac qui est équipé de puces Apple Silicon, le jeton d'amorçage, lorsqu'il est disponible, peut être utilisé pour autoriser l'installation notamment d'extensions du noyau, vous savez, les kernel extensions. Il va être aussi utilisé pour gérer des mises à jour logicielles, lorsqu'elles sont gérées à l'aide de la solution de MDM. Le Bootstrap Token sert aussi à autoriser de manière silencieuse une commande qu'on appelle d'effacer les contenus et réglages, lorsqu'elle est déclenchée par un MDM sur macOS Monterey 12.0.1 ou supérieur. Donc ça signifie qu'en fait, si un utilisateur dispose d'un Bootstrap Token et d'un Secure Token, macOS déposera automatiquement s'il dispose d'un Secure Token, macOS déposera automatiquement le Bootstrap Token auprès de la solution MDM lors de la création du compte ou des connexions utilisateurs ultérieures. Et tout ça est pris en charge par l'ensemble des MDM Jamf, que ce soit Jamf Pro, Jamf School ou Jamf Now. Alors, si ce n'était pas encore assez complexe, macOS a introduit pour les appareils de type puce Apple Silicon, encore un troisième élément. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un token supplémentaire, mais c'est une notion. Et cette notion s'appelle la propriété de volume. Donc ça, c'est une notion, un sujet pour tous les utilisateurs qui chiffrent leur Mac, et qui était spécifique vraiment aux appareils équipés de puces Apple Silicon. Et ces scénarios de déploiement 5V peuvent aussi impliquer un scénario de déploiement qui intègre les ordinateurs équipés de puces Apple Silicon. M1, M1 Pro, M1 Max, à l'heure où j'enregistre ce webinar. Donc l'utilisateur qui a réclamé qui a configuré un Mac en premier en le configurant pour l'utiliser et obtenir donc, comme vous l'avez compris, un jeton sécurisé sur un Mac avec puce Apple, devient donc le premier propriétaire du volume du Mac. Le volume, c'est-à-dire le disque, c'est-à-dire ce qui est associé au volume APFS. Lorsqu'un jeton d'amorçage disponible est en cours d'utilisation, celui-ci donc du coup devient également propriétaire de volume et il octroie le statut de propriété de volume au compte supplémentaire auquel il accorde des jetons sécurisés. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, parce que ça peut apporter à confusion, c'est que cette propriété de volume, elle va être requise dans certains scénarios particuliers, comme par exemple mettre à jour les logiciels et utiliser des fonctionnalités comme effacer contenu et réglages.
C'est des considérations particulières, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeton d'amorçage octroie également des privilèges de propriétaire de volume, et que les utilisateurs qui reçoivent par la suite un jeton sécurisé, un secure token, héritent également de la propriété de volume. Et donc, globalement, ce que l'on veut dire ici, c'est que cette propriété existe, c'est une considération supplémentaire à avoir en tête, mais cette considération n'implique pas de complexité supplémentaire, puisque si vous gérez déjà vos bootstrap tokens et vos secure tokens de manière correcte, comme on le verra tout à l'heure, eh bien, vous n'avez pas à vous soucier de la propriété de volume sur les appareils Apple Silicon. Ok, donc maintenant qu'on a identifié comment macOS gère les clés de chiffrement pour les comptes utilisateurs, comment concrètement on va pouvoir activer ça et activer 5V et l'intégrer dans vos scénarios de déploiement actuels ou vos scénarios de déploiement un peu rêvés, vos scénarios de déploiement idéaux. Encore une fois, Apple, c'est un peu la Bible au niveau de leur site, puisqu'ils contiennent, au niveau du guide de déploiement, d'excellents exemples de scénarios, et ça vaut vraiment la peine d'être vu. Donc on va regarder ces différents scénarios, et tout d'abord, on va regarder le scénario le plus simple, c'est qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur configure lui-même son Mac. Alors, lorsqu'un utilisateur configure lui-même son Mac, il obtient le premier jeton sécurisé. C'est vraiment le scénario de base. Si ce scénario contient également ou implique également une solution de type MDM, comme Jamf, vous aurez également un Bootstrap token. Et ce Bootstrap token sera déposé dans la solution de MDM. Ensuite, on va avoir au niveau du MDM, des actions de gestion, des règles, des profils de configuration, qui vont activer 5V. Et enfin, et ça c'est vraiment idéal, une clé de récupération personnelle, ce qu'on appelle aussi la PR key, est déposée dans la solution MDM. Et donc cette PR key, c'est vraiment la clé qui fait que si votre utilisateur oublie son compte ou son mot de passe, vous pourrez lui communiquer la PR key et il pourra retrouver l'accès à ses données et à son Mac. Pour le type de déploiement qu'on va avoir ensuite, on a des indications qui sont données sur le fonctionnement de jetons lorsqu'une entreprise configure le Mac, mais que le premier jeton sécurisé est attribué à un compte qui ne sera pas l'utilisateur quotidien du Mac. Et donc ça, c'est vraiment très particulier. Par exemple, si le Mac est associé à des comptes mobiles, et qu'il n'y a pas de Bootstrap token. Donc on a un certain nombre de complexités à prendre en compte dans ce scénario-là. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il peut exister des méthodes qui peuvent être, on va dire, tentantes à utiliser pour pouvoir simplifier le déploiement de vos Mac. Et ces méthodes-là, je vous conseille de les considérer avec précaution. Cette première méthode, c'est je crée un compte admin, et ce compte admin sur le Mac s'occupe de configurer le Mac. Donc là, en l'occurrence, ce compte admin, il faut savoir qui est le compte et comment il a été créé. Par exemple, si vous décidez de créer un compte admin en utilisant la fonctionnalité qui permet à Jamf de créer un compte administrateur supplémentaire, ce compte administrateur supplémentaire n'obtient pas de secure token. On a également le compte de gestion Jamf qui ne reçoit pas non plus de secure token. Donc là, vraiment, prudence est de mise. On a également des règles qui peuvent être exécutées avant la création de l'utilisateur, comme par exemple la création d'un compte local via une règle qui définit le premier mot de passe de l'utilisateur. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le mot de passe n'est pas défini par l'utilisateur, il n'y a pas de secure token. Et donc, il n'y a pas de 5V possible pour cet utilisateur. C'était aussi le cas si vous exécutez un script qui va également transmettre à l'utilisateur un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ça n'implique pas de compte 5V. Ça implique un compte sur le Mac, mais qui n'est pas activé pour 5V. Donc, la clé du succès, c'est de planifier et encore planifier pour atteindre vos objectifs, vos résultats, définir vos critères de succès, et en particulier sur les versions les plus modernes de macOS, Big Sur, Monterey, et de Mac équipés de puces Apple Silicon.
Donc ça va commencer par une question toute simple. Quels sont mes critères de succès? Quelle est la méthode que je vais utiliser pour activer 5V, qu'on va devoir choisir? On va regarder ensemble les différentes méthodes. Comment valider l'activation de 5V? Comment suivre cette activation via le biais de rapport? Et comment donc gérer les clés de récupération? Donc on pourrait raisonnablement affirmer que tout déploiement de 5V aura les objectifs fondamentaux que je vous présente sur cette diapositive. Déjà, ce que moi je peux vous conseiller, c'est que si vous utilisez un Mac dans une entreprise, il est fort possible que ce Mac manipule des données de l'entreprise et que ces données de l'entreprise doivent, en tout cas de nos jours, être chiffrées. Pourquoi? Parce qu'il est très simple d'accéder à des données d'entreprise sur des appareils macOS non chiffrés en passant par l'outil de récupération de macOS qui permet très facilement de reprendre la main sur un appareil qui n'est pas chiffré. Donc, si c'est un appareil que vous confiez à des salariés, je vous conseille d'activer 5V dès que possible. Deuxième point, on vous conseille de mettre sous séquestre une clé de récupération personnelle. Pourquoi? Parce que si l'utilisateur oublie sa clé de récupération parce que vous lui avez affiché, ou qu'il oublie son mot de passe, ce qui peut arriver, ce qui a de très grandes chances d'arriver, eh bien, vous aurez toujours une clé de secours qui sera disponible dans votre inventaire MDM. Et donc, vous pourrez toujours reprendre la main en cas d'accident. L'autre point que l'on vous conseille, c'est de renouveler la PR Key lorsqu'elle est utilisée. Cette PR Key, donc Personal Recovery Key, peut être utilisée pour réinitialiser des mots de passe, accéder au disque et accéder localement à des outils de récupération si nécessaire. Donc elle est extrêmement sensible, cette clé de récupération. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de mettre dans vos critères de succès et d'exigence de base, ok, j'active la PR Key, mais si elle est utilisée, on va en rééditer une et on va en rajouter une à nouveau, on va en mettre à nouveau une nouvelle sous séquestre si elle n'est pas dans l'inventaire. Donc, il y a un point que je n'ai pas cité associé à 5V. J'ai parlé des PR Keys, donc les clés de récupération personnelle, mais je n'ai pas parlé d'un autre type de clés qu'on appelle les clés de récupération institutionnelle. Et je l'ai fait volontairement. Pourquoi? Parce que cet utilitaire, parce que c'est plus un utilitaire qu'une clé, c'est un utilitaire qui est limité pour déverrouiller et décrypter un volume sur les Mac Intel. Il est à noter également que Apple Silicon ne dispose plus du mode disque cible, ce qui rend ces clés de récupération institutionnelle impossible à utiliser sur les Mac Apple Silicon. Et enfin, pourquoi je n'en parle pas? Parce que Apple eux-mêmes ne recommandent plus l'utilisation des clés de récupération institutionnelle. À la place, ils recommandent les PR Keys qui sont beaucoup plus souples et beaucoup plus sécurisés, puisque comme je l'ai vu et je l'ai indiqué précédemment, il est possible de renouveler ces clés et il est possible à nouveau de les mettre à disposition des utilisateurs et c'est beaucoup plus souple à gérer au niveau du MDM. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est faut-il ajouter un compte admin pour gérer 5V? Donc, finalement, je pourrais très bien me dire que je prépare 5V avec un compte admin, et puis si jamais un utilisateur oublie son compte, j'ai toujours le compte admin que je vais pouvoir utiliser pour réinitialiser son Mac. Alors, ça peut paraître une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée, comme on peut dire. Finalement, ce que vous décrivez ici comme scénario, de créer un compte admin supplémentaire rien que pour gérer 5V et avoir une clé de secours, eh bien, c'est un doublon de la clé de secours, la PR Key, qui est pensée exclusivement pour cet usage d'avoir une porte de sortie, une porte dérobée, pour pouvoir retrouver l'accès au Mac. Donc finalement, vous créez deux portes de sortie, et finalement, pourquoi ne pas utiliser celle qui a été pensée pour, celle que Apple a designée, qui est la PR Key. Deuxièmement, c'est que ça ajoute de la complexité, et puis c'est pas une pratique sûre, parce que si votre compte admin est corrompu, eh bien, l'utilisateur pourra accéder à un Mac, voire si vous réutilisez son mot de passe sur plusieurs Macs, eh bien, à tous les Macs de la société. Et donc ça, c'est vraiment pas sûr. Et puis enfin, il existe des meilleures méthodes qui existent via macOS Monterey et Apple Silicon. Alors, cette partie-là, maintenant, devrait être la plus facile, puisque maintenant que vous avez compris l'ensemble de la partie théorique sur comment activer 5V, maintenant on va passer à la pratique.
en utilisant un MDM de manière à ce qu'un utilisateur obtienne bien le couple de clés de chiffrement et de jetons Bootstrap et de jetons Secure Token. Alors on a 3 possibilités. Vous choisissez l'une d'entre elles, vous pouvez en cumuler 2. On va voir tout à l'heure qu'on peut cumuler par exemple les profils de configuration et les règles. Mais un ordinateur macOS doit bien être ciblé par au moins une méthode pour pouvoir activer 5V. Donc la première méthode, ce sont les profils de configuration. Donc les profils de configuration, si vous les connaissez déjà, il s'agit d'une technologie qui est similaire dans tous les MDM qui sont disponibles, gérés par Jamf. Jamf Now, Jamf Pro, Jamf School. La grande méthode et le grand avantage associé au profil de configuration, c'est que c'est simple. Vous pouvez l'activer de manière universelle à l'ensemble de vos Macs. L'autre point, c'est que comme macOS comprend les profils de configuration nativement, il peut déclencher des événements de connexion ou de déconnexion pour inviter l'utilisateur à se connecter et à activer 5V. Et alors ça, c'est un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient, puisque du coup, votre utilisateur doit se connecter en login ou doit se déconnecter pour que 5V s'active. Et l'autre point intéressant, c'est que la clé de récupération personnelle, la PR key, sera déposée dans le MDM via le profil de configuration, mais attention, elle sera déposée dans le MDM à la prochaine mise à jour de l'inventaire. Donc si le Mac rate la prochaine mise à jour de l'inventaire, la PR key n'est pas disponible dans l'inventaire et vous n'avez pas la possibilité d'utiliser si votre utilisateur oublie assez tôt dans son scénario son mot de passe ou s'il prépare son Mac, le range dans un carton et l'oublie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et oublie son mot de passe. C'est terminé. C'est pour ça que donc il y a cette option de créer un profil de configuration 5V. C'est tout simplement l'option activer 5V et vous pouvez ensuite dire à l'utilisateur s'il va activer 5V au login ou au logout. Ensuite, vous pouvez définir si l'utilisateur doit avoir la clé de récupération. Et ce que l'on conseille de faire, c'est de faire ce qu'on appelle de l'escrow, c'est-à-dire la mise sous séquestre de la clé de récupération 5V et d'afficher cette donnée-là à l'utilisateur et de sauvegarder. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous activez 5V, vous mettez la clé sous séquestre et macOS se charge de tout en utilisant les mécanismes MDM de Jamf. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la règle Jamf Pro. Donc les règles, si vous utilisez Jamf Pro, vous connaissez déjà le principe de la règle. C'est un événement qui se déclenche à un instant T. Et donc ça a des avantages extrêmement importants puisque ça vient compléter les profils de configuration et ça permet de personnaliser complètement l'expérience utilisateur et à quel moment 5V va être activé. Cependant, de la même manière que pour les profils de configuration, cette règle implique que l'utilisateur se connecte ou se déconnecte et donc vous allez inviter votre utilisateur à se connecter ou se déconnecter pour que 5V s'active. Mais cette règle a un avantage supplémentaire en plus des profils de configuration, c'est que cette règle est associée à une mise sous séquestre immédiate et que la clé va se retrouver dans l'inventaire immédiatement dès lors que le Mac est activé. Donc, vous avez les mêmes avantages que les profils de configuration, mais en plus de ça, vous avez la mise sous séquestre immédiate à l'activation. Et il est tout à fait possible de cumuler les règles Jamf Pro avec les profils de configuration. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vous recommande de faire, parce que si vous n'activez pas les profils de configuration, un utilisateur pourra très bien se rendre dans les réglages de macOS et désactiver le chiffrement 5V s'il le souhaite. Donc si vous souhaitez garantir et maintenir l'activation de 5V, la règle et les profils de configuration peuvent être un couple intéressant pour maintenir ce chiffrement activé. Donc voilà concrètement comment ça marche. Je vais aller créer une règle, peut-être que vous connaissez déjà cette interface. Je mets un check-in récurrent. Et puis, je vais pouvoir ensuite définir pour l'utilisateur à quel moment cette activation 5V sera requise. Généralement, on met au prochain login et on peut même mettre un message de début et un message de fin pour expliquer à l'utilisateur que 5V va s'activer et que on l'invite à se déconnecter et se reconnecter pour que 5V puisse être activé. De la même manière, vous pouvez tout simplement créer un profil de configuration
qui contient un payload 5V et qui prévient que 5V soit désactivé. Donc vous cochez la règle Prevent 5V from being disabled. Du coup, quand l'utilisateur se déconnectera, il aura cette petite fenêtre que l'administrateur requiert que vous activiez 5V, et donc, à la connexion, l'utilisateur sera invité à activer 5V. Troisième méthode. Alors, c'est la méthode que moi je préfère personnellement, mais qui nécessite d'utiliser Jamf Connect. Jamf Connect, c'est un module de Jamf qui peut être utilisé d'ailleurs avec d'autres MDM que Jamf, pas forcément Jamf Pro, Jamf Now ou Jamf School. On peut l'utiliser avec d'autres solutions de MDM et qui présente des avantages supplémentaires. Et l'un des avantages majeurs, c'est que à la première connexion, vous pouvez intégrer Jamf Connect. Donc vous pouvez installer Jamf Connect avant que le premier utilisateur soit créé, et c'est Jamf Connect qui va se charger de créer le premier utilisateur. Jamf Connect se charge de créer ce premier utilisateur en s'appuyant sur un fournisseur d'identité, ce fournisseur d'identité pouvant être Azure Active Directory, Google Cloud, Okta ou bien d'autres. L'utilisation de Jamf Connect implique une authentification du premier utilisateur. Ce premier utilisateur est créé par le biais de Jamf Connect. Jamf Connect se voit attribuer à l'utilisateur le premier jeton sécurisé, le premier Secure Token. Et le gros avantage, c'est que 5V ne nécessite pas de déconnexion et de connexion supplémentaires pour s'activer si vous utilisez Jamf Connect. Et dès lors, la solution MDM dépose également un Bootstrap Token, ce qui assure une fluidité complète dans vos scénarios d'activation 5V en utilisant Jamf Connect. Donc on recommande fortement d'utiliser Jamf Connect si vous souhaitez dès le début activer 5V pour les utilisateurs qui se connectent sur votre Mac. Attention, ça nécessite quand même quelques exigences. La connexion à Jamf Connect nécessite que ce soit le premier utilisateur créé lors de l'approvisionnement, avec un compte Azure Active Directory ou un compte de fournisseur d'identité, qui reçoivent le Secure Token. Jamf Connect également doit être dans les paramètres de Jamf Connect. Jamf Connect de base n'active pas 5V, donc vous devez configurer Jamf Connect et mettre l'option activer 5V à vrai dans les réglages de Jamf Connect. On a également, et ça c'est très important, vous devez déployer un profil de confidentialité, ce qu'on appelle aussi les profils PPPC. Ce profil PPPC doit être déployé via la solution de MDM, et ça tombe bien, on va voir dans un instant que Jamf vous permet de déployer ce profil PPPC. Par ailleurs, vous devez quand même créer un profil de configuration pour faire la mise sous séquestre de la clé de récupération personnelle. Donc ce profil PPPC, vous pouvez le trouver au niveau de Jamf Pro, dans l'onglet Gestion des ordinateurs au niveau de la sécurité, et vous avez donc la possibilité de cocher Jamf Connect, ce qui permet de mettre en safe list l'activation de 5V au niveau de la fenêtre de connexion de macOS, et ça nécessite macOS 10.15 ou supérieur. Voilà, on a vu les 3 scénarios d'activation de 5V. Maintenant, pour terminer, on va regarder et on va voir si vous avez réussi à activer 5V, et vous allez pouvoir ensuite cibler via des groupes intelligents par exemple, qui vous allez cibler pour activer 5V. Et donc ça c'est vraiment essentiel pour maintenir la conformité de votre parc et pour appliquer éventuellement des mesures correctives si certains Mac n'ont pas 5V. Donc la première chose, c'est d'aller regarder dans l'inventaire de Jamf et d'examiner concrètement si un Mac a 5V. Ici, on voit que ce Mac est bien chiffré, que la clé de récupération PRKey est valide, et on peut même l'avoir directement. Et on peut voir quels sont les utilisateurs qui bénéficient de la fameuse chiffrement, la fameuse clé de chiffrement 5V. Donc là, c'est Space Greybook. Dans cette catégorie, on a un certain nombre d'éléments qui sont disponibles, et donc on voit ici que si j'appuie sur le bouton afficher la clé, ça va m'afficher ma clé de récupération, et on voit en bas que Space Greybook est bien un utilisateur qui a 5V2 d'activé. On peut ensuite travailler avec ces données pour créer des groupes d'ordinateurs intelligents. On a un certain nombre de critères qui sont associés à 5V, et notamment l'éligibilité et les différentes clés de récupération.
On a également le statut 5V. Et ça, c'est assez intéressant puisque du coup, le statut 5V peut nous donner une indication sur est-ce que les partitions d'utilisateurs sont chiffrées. Et donc, on vous recommande de mettre le chiffrement des partitions boot pour vérifier que 5V est bien activé sur les Mac. Outre les champs d'inventaire qu'on a vus, certains admins de Parc Apple souhaitent créer des attributs d'extension supplémentaires pour effectuer une analyse approfondie des scénarios de déploiement ou vérifier si un utilisateur a bien obtenu le fameux Secure Token. Donc, pour ça, on a des outils en ligne de commande qui sont disponibles, et il existe plusieurs façons d'aborder cette question. Alors, l'un d'entre eux, c'est la commande sudo fde setup list-extended. Cette commande, une fois que je l'ai saisie, va nous donner des informations sur les différentes clés. Donc, est-ce qu'un utilisateur a bien un Secure Token? Est-ce qu'il a bien un Bootstrap Token? Et est-ce qu'il a bien également une clé de récupération? Donc là, on voit que pour l'utilisateur Space Greybook, il a l'ensemble de ces tokens qui sont disponibles. Et donc ça, vous pouvez le voir très facilement avec cette fameuse commande. De même, l'utilisation de la commande intégrée disque-utile permet d'afficher des utilisateurs qui sont chiffrés, mais ceux-ci ne sont identifiés finalement que par leur UID. Donc ça, c'est une différence. Vous n'allez pas voir le nom de l'utilisateur en question. Et vous pouvez également utiliser cette commande, mais attention, on vous recommande de ne pas l'utiliser parce qu'elle est beaucoup moins souple que l'autre commande qu'on a vue précédemment. On a également des commandes comme sysadminctl, et ce que vous pourrez peut-être trouver sur certains forums ou sur internet, mais on recommande de ne pas utiliser cette commande sysadminctl parce que les critères de recherche sont beaucoup trop limités, beaucoup trop étroits. Donc attention, avec ces autres commandes, disque-utile et sysadminctl, on a moins de données qui sont renvoyées par cette commande, surtout si vous souhaitez l'utiliser pour faire des attributs d'extension. Ok, alors maintenant, comment cette clé de récupération est utilisée au quotidien? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est bloqué en dehors de son Mac et a besoin de le réinitialiser? Il a oublié son mot de passe, par exemple, et donc c'est pour ça que la pair key est là. Et la pair key va pouvoir nous aider. Donc cette clé, lorsqu'elle est utilisée, la meilleure pratique, c'est de considérer qu'elle n'est plus sécurisée. Ça tombe bien, Jamf Pro facilite la réédition de clés. Par exemple, si un technicien de votre service d'assistance va aider l'utilisateur, il peut simplement offrir à l'utilisateur d'appuyer sur un bouton dans le self-service pour exécuter une règle qui va effectuer une rotation de la clé de secours. Et donc ce bouton remet une nouvelle clé de secours dans votre inventaire. Et ça, pour ça, c'est tout simplement une règle à créer que vous mettez dans le self-service. Cette règle va émettre une nouvelle clé de récupération de type individuel et l'intégrer dans votre inventaire. C'est tout. Et alors, qu'en est-il dans les scénarios où vous n'avez pas de PR key? Peut-être que vous avez migré depuis un MDM X ou Y et que vous avez migré vers Jamf. Et vous avez peut-être besoin d'une nouvelle clé. Ou peut-être que vous dites, finalement, si je migre vers Jamf, je vais avoir besoin de redéchiffrer tous mes Macs et les rechiffrer pour obtenir une nouvelle clé. Encore heureux, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous pouvez simplement utiliser un groupe intelligent, ce qui va du coup vous permettre de cibler les Macs qui n'ont pas de clé de chiffrement valide, et ça ne nécessite pas de déchiffrement et rechiffrement de votre parc. Souvent, on le définit comme une règle permanente pour les disques du groupe intelligent, les cibles du groupe intelligent, et ce scénario, c'est une combinaison de scripts et de profils de configuration. Alors, vous dites, ok, donc il y a la possibilité de ne pas rechiffrer et déchiffrer mes Macs, mais du coup, on me parle d'un script, où est-ce que je peux trouver ce script? Ça tombe bien, Jamf vous offre sur notre GitHub un script, ce fameux script qui est à disposition librement. Vous tapez jamf.it/reissuekey et vous allez directement vous retrouver sur ce script-là sur notre GitHub. Et vous pourrez facilement exécuter ce script pour réémettre une nouvelle clé sans forcément avoir à passer par un scénario complexe. Donc, avant de conclure et de passer à la phase de questions-réponses, la gestion de 5V, c'est pas si complexe. Ça inclut et ça implique des complexités qu'il faut bien avoir en tête, mais une fois qu'on a compris,
eh bien, ça devient beaucoup plus simple et ça devient presque un jeu d'enfant. La clé, et je parle pas de la clé de récupération, mais cette fois-ci, la clé de votre succès, c'est de connaître et documenter votre scénario de déploiement. Vraiment documenter, si vous choisissez un scénario, que ce soit le profil de configuration, la règle ou Jamf Connect, ce qui est important, c'est de bien vous souvenir ce que vous avez fait. Parce que sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux et vous allez retrouver avec des Macs qui seront chiffrés par des règles supplémentaires et des règles différentes, et donc vous vous retrouverez dans des difficultés supplémentaires. Et c'est là où on se retrouve dans des difficultés avec 5V. Ces différentes méthodes que j'ai évoquées, ça dépend des goûts de chacun. Je sais que certains administrateurs préfèrent utiliser juste les profils de configuration et être puristes MDM. D'autres préfèrent utiliser des méthodes plus orientées scripting, voire utiliser Jamf Connect pour avoir une méthode sur rail, avec un déploiement qui roule comme sur des roulettes, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment au choix de chacun. Ce qui est important également, avant de conclure et d'avoir bien en tête, c'est si jamais vous utilisez les clés de récupération, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et donc on vous conseille de les renouveler si nécessaire. La plupart de ces actions 5V, en fait, au final, vont être réglées et oubliées. Donc, vous réglez vos réglages 5V, mais ensuite, vous les oubliez. C'est pour ça qu'il est important et clé de bien documenter vos différents scénarios de déploiement. Voilà pour cette conclusion sur 5V. Avant de passer à la phase de questions-réponses, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Jamf ou ont peut-être besoin d'une petite mise à jour sur ce que fait Jamf. Et Jamf, depuis maintenant 20 ans, aide les organisations à réussir avec Apple. Réussir avec Apple, ça peut être par exemple réussir son déploiement 5V. Mais ça peut aussi être réussir sa gestion de ses Mac et de ses iPads, de son authentification, pouvoir avoir une authentification qui soit fluide pour l'utilisateur, de bien protéger ses appareils contre tout type de menaces, que ce soit des malwares ou que ce soit des menaces alternatives comme des menaces qui vont se rendre persistants ou vont créer un tunnel reverse shell qui vont absorber l'ensemble des données de vos utilisateurs. Et donc pour ça, Jamf Protect vous couvre également, ainsi que Jamf Threat Defense sur la partie mobilité. Jamf offre également des scénarios métiers supplémentaires dans l'éducation, dans le retail, dans l'industrie, dans la recherche, qui sont spécifiques, quel que soit votre métier. Jamf, c'est une expérience produit globale qui inclut une expérience Apple native, une prise en charge dès le premier jour des systèmes d'exploitation Apple, et tout ça fait que nos clients nous font confiance d'année sur l'autre. On est vraiment des experts des technologies Apple, avec une expérience produit globale. Quand vous rentrez dans la famille Jamf, vous rentrez dans une communauté, un écosystème, et vous avez bien plus encore à apprendre sur l'écosystème Apple. Quand je parle de prise en charge dès le premier jour, je parle vraiment du premier jour. Et en 2021, nous avons pris en charge dès le premier jour les nouveaux OS d'Apple, macOS Monterey, iPadOS et iOS 15, ainsi que tvOS 15. Et ça, on peut le prouver depuis le premier jour jusque presque 10 ans en arrière, avec l'arrivée d'iOS 6 et des versions macOS précédentes. Avant qu'on passe à la phase de questions-réponses, sachez que Jamf, c'est des services, des ingénieurs comme moi qui peuvent venir chez vous ou à distance pour faire ce qu'on appelle de l'onboarding, c'est-à-dire vous aider à configurer au mieux avec les meilleures pratiques Apple et intégrer Jamf. Si vous voulez le faire vous-même ou en complément, vous pouvez aussi vous former. Et donc on fournit des séances de formation avec des trainers Jamf, des enseignants Jamf qui vont vous former à la gestion du Mac, de l'iPad, et que ce soit en personne quand ce sera à nouveau possible, ou en classe virtuelle. On fournit 4 niveaux de certification, Jamf 100, 200, 300, 400, ainsi que des ressources en ligne gratuites pour vous former. Et enfin, si jamais vous avez un problème avec votre déploiement Apple et votre problème Jamf, vous avez toujours des ingénieurs de support qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'international, et qui sont des experts Apple. On a des centaines de personnes qui travaillent à l'équipe de support dédiée pour vous. Et puis, le dernier point, c'est la communauté Jamf.
Je vous conseille vraiment de vous appuyer sur cette communauté Jamf pour en apprendre plus. On a les forums les plus importants au monde sur la gestion Apple, avec plus de 100 000 membres, collègues, administrateurs Apple, qui sont disponibles sur Jamf Nation. Si jamais vous avez une question sur la gestion avec Jamf ou avec vos appareils Apple, rendez-vous sur Jamf Nation, c'est vraiment une mine d'or pour avoir les meilleures pratiques et des multitudes de ressources et la gestion des outils tiers. Et donc, ce qui est aussi super avec Jamf Nation, c'est que c'est gratuit et vous pouvez dès aujourd'hui participer à la discussion. Voilà, je vous remercie pour votre participation. On va pouvoir passer maintenant à la phase de questions-réponses. Si vous souhaitez, vous pouvez vous déconnecter et de toute façon, on vous enverra l'enregistrement par email dès qu'il sera prêt. Si vous êtes prêt à vous lancer avec Jamf et vous souhaitez en savoir plus sur Jamf Pro, sur Jamf Connect, sur 5volt, eh bien, vous pouvez scanner le QR code et on vous recontactera. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez aussi nous contacter directement à l'adresse france@jamf.com pour obtenir des réponses. Je vous remercie pour votre attention à ce nouveau webinaire de Jamf. Passons maintenant à la période de questions et réponses. Donc vous pouvez dès à présent utiliser le logiciel de webinar pour que je puisse répondre à toutes vos questions dès à présent. Je vous remercie et à tout de suite pour la phase de questions et réponses.